the other day they came out with a statement that 85% of the people that wear masks catch it. He missed enormous opportunities and kept saying things that weren't true. It's all going to go away like a miracle. He's still saying those things. Words of a president matter. Absolutely. No matter whether they're good, bad, or indifferent, they matter. And when a president doesn't wear a mask or makes fun of folks like me when I was wearing a mask for a long time, then, you know, people say, well, it mustn't be that important. I know nothing about QAnon. I just told you. I know very little. You told me, but what you tell me doesn't necessarily make it fact. I hate to say that. I know nothing about it. I do know they are very much against pedophilia. They fight it very hard, but I know nothing about it. They believe it is if a satanic cult run by the deep state. The subject. I'll tell you what I do know about. I know about Antifa, and I know about the radical left, and I know how violent they are. C'était hier soir sur deux réseaux de télévision, Biden et Trump, parce qu'il n'y a pas eu de deuxième débat présidentiel. Et les deux candidats à la Maison-Blanche donc, ont participé à ces grands forums en même temps sur les deux réseaux américains. Mais c'était peut-être l'occasion pour les Américains de mieux comprendre les idées, les visions des États-Unis de Joe Biden et de Donald Trump, parce qu'au premier débat, c'était plutôt raté. Mais que doit-on en retenir? C'est notre carnet américain avec Karine Prémont, professeure agrégée de politique à l'Université de Sherbrooke. Bonsoir, Karine. Et Gilles Paris, correspondant pour Le Monde à Washington. J'oserais dire ami de l'émission. Monsieur Paris, bonsoir. Bonsoir. Il y a un stratège américain qui a dit que pour M. Biden, c'était un pique-nique et que pour M. Trump, c'était un interrogatoire. Et est-ce qu'on peut se demander, Karine, si M. Trump aurait préféré un débat que cette interview, moi, que j'adore ça, là, ce qu'on appelle familièrement des hot seats, là, il n'y a pas eu ça n'a pas été facile pour lui, disons. Ça n'a pas été facile, mais je pense qu'il a misé sur ce format-là plutôt que le débat, parce qu'après le débat, le premier débat, on se rappelle, les journaux, les analystes, les gens ont considéré qu'il n'avait pas bien fait. Son style avait énervé beaucoup de gens, même des républicains qui voulaient voter pour lui. Alors, je pense qu'il s'était dit, je risque pas grand-chose à faire à essayer un autre format. Je pense qu'il pensait avoir plus de contrôle, peut-être, à ce moment-là. Et il avait l'espace à lui tout seul. Il n'aime pas beaucoup partager les estrades, donc je pense qu'il avait misé là-dessus. Évidemment, avec Mme Gundry, la journaliste, elle n'en a pas laissé passer beaucoup. Alors peut-être qu'il ne s'attendait pas à autant de combativité. Il ne s'est pas méfié, en tout cas. Il ne s'est pas méfié, en tout cas, mais il ne s'est pas préparé non plus, comme il le fait généralement pas, de toute façon, pour ce genre de truc. Votre analyse à vous, Gilles Paris? Oui, effectivement, Donald Trump a repris la campagne avec une énergie qui est toujours aussi impressionnante. Il était hospitalisé, il était malade et malgré tout ça, il continue à battre la campagne, à parcourir les États. Mais c'est un peu l'homme prisonnier d'un seul discours. Son discours de campagne qu'il assène avec ses blagues, avec ses moments d'emportement. Et ça marche devant les supporters, mais ça ne marche pas face à un public et ça ne marche pas face à une journaliste. Alors on peut noter que Joe Biden, de son côté, a été moins harcelé par l'animateur de la chaîne ABC. C'était beaucoup plus confortable. Il y a peut-être une petite inégalité de ce point de vue, qui a été pointée d'ailleurs par la campagne de Donald Trump. Mais le fait est que ces deux séances ont montré qu'il y avait d'un côté l'ancien vice-président qui savait exactement ce qu'il voulait dire et il voulait aller. Et c'était un format qui lui convenait, de parler avec les gens, il aime ça et ça se voit. Et de l'autre, un président en fonction qui se débat, qui tente par tous les moyens de relancer sa campagne. Et pour l'instant, ça ne marche pas. Ah, ça ne marche pas parce qu'au fond, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que Biden a eu plus de cotes d'écoute sur le réseau ABC que Trump. Et puis que, le taux de vote par anticipation est très élevé. On apprend différentes choses quasiment d'heure en heure. Que son ancien chef de cabinet, le général Kelly, a dit que c'était la personne la plus imparfaite qu'il ait connue ou qu'il connaisse. Chris Christie dit, l'ancien gouverneur du New Jersey, dit « J'aurais dû porter un masque à la Maison-Blanche ». Donc, ça se défait, Karine, autour de Trump, là? Un peu? Au fur et à mesure qu'on approche de la date de l'élection, évidemment, il y a certains républicains qui vont commencer à mesurer leurs chances de réélection aussi, là. Et de se dire, est-ce que j'ai plus de chances avec Trump ou sans Trump? Est-ce qu'il nuit à ma campagne? Et on risque de voir peut-être quelques défections. Il y a des gens qui ont déjà commencé à ne pas prononcer son nom pendant sa campagne, par exemple, ou à refuser qu'il y ait une association directe avec Trump. Mais en même temps, depuis le début, et M. Paris a tout à fait raison, depuis le début, Trump ne parle qu'à sa base et il n'a pas cette capacité à aller chercher d'autres personnes.
Alors évidemment, ben, il ne peut pas se permettre d'en perdre beaucoup, surtout avec à peu près 10 points d'écart dans les sondages nationaux avec Joe Biden. 10 points d'écart, en effet, dans les sondages nationaux. Dans les États pivots, Gilles Parry, comment la situation évolue-t-elle pour M. Trump? Et si sa campagne ne démarre pas, qu'est-ce qu'il doit faire rapidement pour regagner des points? C'est toute la question. C'est-à-dire qu'au niveau des États, l'écart est moins large, moins grand. Il est encore en situation de pouvoir renverser la vapeur. Il faut se souvenir qu'il y a 4 ans, à la mi-octobre, Hillary Clinton était largement en tête et puis une dynamique s'était enclenchée en sa défaveur. Trump espère pouvoir l'enclencher de son côté, mais on ne voit pas encore quels éléments pourraient y concourir. Hillary Clinton, on s'en souvient, avait été victime, entre guillemets, de la réouverture d'une enquête du FBI qui portait sur des vieux emails. Ça l'avait d'autant plus pénalisé que son image était négative. Joe Biden, lui, il a une image positive. Quand on fait la différence entre les avis défavorables et favorables, ils sont positifs. Quand on regarde s'il est considéré comme honnête, par rapport à Donald Trump, il est considéré comme beaucoup plus honnête. Donc il n'y a pas tellement de failles sur lesquelles Donald Trump pourrait appuyer. On le voit avec cette tentative malheureuse de relancer les critiques sur le comportement du fils de Joe Biden, Hunter. Oui. Et sur la suppression des votes ou le risque de voir des votes être volés littéralement, Karine, sur le déroulement démocratique de cette élection-là, est-ce que Trump continue à nourrir la peur ou pas? Bien sûr, parce que ça fait longtemps qu'il le fait. C'est peut-être sa seule chance de pouvoir contester une défaite. Donc, à partir de ce moment-là, de dire aux électeurs, bien, écoutez, il y a tellement de votes qui sont jetés aux ordures, en particulier les votes qui sont faits pour Trump, alors qu'il n'y a pas de façon de le savoir de son côté. Il l'a dit hier soir encore, qu'il y avait des milliers. Il l'a dit encore hier soir, bien sûr. Ouais. Donc, et ça, c'est pas prouvé, bien sûr. Donc, on continue à faire peur, on continue à délégitimer le vote par la poste, le vote par anticipation, au cas où. Et c'est pour ça aussi qu'il souhaite avoir un troisième juge à la Cour suprême, au cas où on devrait revivre ce scénario infernal de 2000. On va y venir tout de suite à Mme Barrett dans un instant, mais justement, les mensonges de M. Trump hier soir, Gilles Parry, ils étaient quand même assez nombreux, soit sur la COVID, sur la gestion de la COVID. Aujourd'hui, on frôle les 219 000 morts, 8 millions d'Américains. Il dit qu'il y a un traitement. Il dit que les gens qui portent le masque attrapent la COVID, etc., justement. Alors que QAnon, il ne connaît pas, mais il y a 2 mois, il disait que ces gens-là l'aimaient puis qu'ils étaient bien contents de ça. Est-ce que tous ces mensonges-là vont finir par lui nuire ou pas? Le problème, c'est qu'il crée une bulle. C'est sa conseillère, Kellyanne Conway, qui avait inventé la formule de fait alternatif au début du mandat. C'est une façon de biaiser, de ne pas avoir à répondre justement de faits précis. Mais en fait, ça se transforme en piège parce que Donald Trump tourne en boucle sur ses affirmations. Ouais. Encore une fois, il les répète tellement lors des meetings que ça devient un langage naturel pour lui. Or, il n'est pas du tout crédible sur la question du coronavirus, il n'est pas crédible sur beaucoup de sujets, et donc il se pénalise lui-même en étant prisonnier de ses propres mots et de ses propres exagérations. Alors, Mme Barrett, la candidate juge à la Cour suprême, les démocrates sont devant des faits accomplis. Karine, ça va se faire, ça va se confirmer, puis à qui ça va profiter? Bien, ça c'est la question à qui ça va profiter, parce que je pense que si les démocrates ne font pas trop d'opposition, au moins ça ne va pas leur nuire. Et c'est sûr que ça va éventuellement profiter aux républicains, parce que si les procédures peuvent aller aussi rapidement que les républicains voudraient, la nouvelle juge pourrait siéger dès le 2 novembre. Et le 2 novembre, on entend une première cause importante sur les droits de la communauté LGBTQ versus les libertés religieuses, et aussi sur la fameuse loi Obamacare. Et donc, ça, ce sont des chevaux de bataille très importants pour les républicains. Donc, ils pourraient éventuellement tirer profit de cette nomination rapide. Et là-dessus, M. Biden, Gilles Parry, n'a pas voulu se prononcer vraiment clairement hier s'il allait augmenter le nombre de juges, pour prendre une expression très québécoise, pour pacter la Cour. En anglais, c'est packing, mais on a une expression très québécoise, pacter la Cour, en augmentant le nombre de juges. Une patate chaude pour M. Biden à 18 jours des élections? Alors, ce qui est impressionnant, c'est l'incapacité de la part du camp démocrate à formuler, à avancer des éléments de langage un peu consistants. C'est vrai que Joe Biden, sur ce point, est assez fluctuant, assez flottant. Il
Il a dit hier qu'il allait se prononcer après la nomination éventuellement de la juge conservatrice. Bon, c'est pas très convaincant. Bon, le fait est que ce n'est pas vraiment un sujet de préoccupation pour les Américains. Lorsqu'on regarde les sondages, c'est toujours l'économie, le coronavirus. Donc, il n'est pas très convaincant, pas très bon sur ce sujet, mais je ne pense pas que ça le pénalise énormément. Alors là-dessus, je vais vous dire bonsoir. On va se préparer pour le débat de la semaine prochaine. Ça va certainement être important à suivre, le dernier avant donc cette élection du 3 novembre. Karine Prémont, merci beaucoup. Gilles Paré aussi, merci beaucoup et très bon week-end à vous.